Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux d'être parmi vous ici en direct depuis le salon Agrimax. Alors, quel point de vigilance avant de s'engager dans un projet agrivoltaïque? Ça va être le thème de ce débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Leroux. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes professeur de l'université de Lorraine Ensaya. et prof à l'Ensaya, l'école d'agro de Nancy. Exactement. À vos côtés, Stéphanie Anne Pinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de... Alors, je suis déléguée générale de France Agrivoltaïsme. D'accord. Et juste à ma droite, Michel Baudouin. Bonjour. Bonjour, Vous êtes présidente de la FNO. La FNO, c'est la Fédération nationale ovine et je suis d'abord éleveur. avant tout. Alors, juste Stéphanie, Anne, pour bien démarrer, concrètement, il y a un arrêté. Cet arrêté, on en parle depuis des années ou voire des mois, mais il est important. Pourquoi? Parce que la loi sur l'accélération des énergies renouvelables devait accélérer justement le process, mais cet arrêté qui est essentiel recule comme l'horizon. On l'attendait pour le mois de juillet, on nous a dit pour le mois de septembre, octobre et peut-être maintenant mars. Alors, on en est où? Alors, effectivement, la loi APER a été publiée en mars de cette année et elle donne lieu à ce qu'on appelle un décret d'application pour l'article 54 qui concerne l'agrivoltaïsme. Il y a des débats qui durent, en effet. Le décret prend du temps. Il faut quand même rappeler que l'agrivoltaïsme est une filière naissante, que c'est nouveau, qu'en plus c'est une filière extrêmement complexe puisqu'il faut allier du vivant, de l'énergie, de l'agriculture. Donc tous ces facteurs font que le sujet est extrêmement complexe et que le décret va poser les bases de mise en œuvre de la loi et qu'il ne faut pas se tromper. Mais il faut être concret, il va décider quoi ce décret? La loi a posé une définition de l'agrivoltaïsme et maintenant le décret va définir comment cette loi doit être mise en œuvre dans les territoires. Elle donnera lieu aussi à un certain nombre d'arrêtés et on aura des précisions sur comment, quel type de couverture, enfin le taux de couverture. Quel pourcentage concerné? Voilà, les zones témoins, enfin tout un tas d'éléments techniques qui vont permettre de cadrer la mise en pratique de l'agrivoltaïsme, puisqu'il y a besoin de le cadrer pour qu'on ne parte pas sur des dérives et des projets qui se disent agrivoltaïques mais qui n'en sont pas vraiment. Il recule, il risque de reculer jusqu'à quand? Parce qu'on prend du retard. Demain même, il y a une réunion interministérielle sur le sujet qui devrait donner lieu à une version 3 du décret. Et théoriquement, le décret devrait sortir d'ici la fin de l'année. On espère tous qu'il sortira rapidement parce qu'il faut que, dès à présent, le cadre de la loi et l'esprit de la loi soient respectés dans les projets qui sortent des territoires. Michel, vous représentez ici les éleveurs, mais de façon plus large, j'ai envie de dire les agriculteurs au sens le plus large du terme. Concrètement, quelle est la position du monde agricole par rapport à la définition des projets agrivoltaïques? Alors d'abord, je voudrais juste vous dire que ça fait plus de 5 ans que la Fédération nationale ovine s'est engagée sur cette voie. Ça fait plus de 5 ans que nous nous battons, y compris parfois avec nos collègues, pour expliquer que notre charte éthique, c'est une combinaison, un couplage entre la production agricole, parce que ça c'est très très important, la production agricole avec une production d'énergie. Nous, ce qu'on veut, c'est de mettre en place des projets qui permettent à l'agriculteur d'avoir un complément de revenus, mais de continuer de produire, parce que les filières agricoles ont besoin de production, et là, particulièrement la filière ovine, et derrière, une ressource fourragère aussi. Vous savez, les éleveurs de moutons, ils ont toujours été un peu les parents pauvres, et parfois sur le foncier, ils sont peu exclus, parce qu'ils ont une connotation de parents pauvres. Il y a aussi, il y a 5 ans, aucune possibilité de remettre de l'agrivoltaïsme, qu'on appelait photovoltaïsme à cette époque, sur des zones agricoles. Et ils étaient naturellement venus vers la Fédération nationale ovine pour parler de cette photovoltaïque au sol sur des surfaces peu productives. On a très vite vu, nous à la FNO, que ça pouvait déraper. C'est pour ça qu'on a construit avec des premiers développeurs. Le premier partenaire, c'est NeoM, mais d'autres sont suivis. Et aujourd'hui, on a plus de 28 développeurs qui ont signé une charte éthique avec nous. C'est quoi cette charte éthique? C'est de privilégier la production agricole, de faire une ressource fourragère sous les panneaux. Et c'est très important pour l'agriculture d'avoir de la ressource fourragère au regard du dérèglement climatique. On voit aussi que les panneaux, lorsqu'ils sont bien construits, mis au bon endroit, ils peuvent être une parade au stress hydrique, une parade au gel, donc une assurance récolte aussi pour les éleveurs. C'était aussi de pouvoir, pour nous, continuer à produire des brebis qui font des agneaux et qui font du lait, tout en mettant et en répondant et en conciliant l'énergie, qui est une forte demande des pouvoirs publics et de nos concitoyens.
Agrivoltaïsme, il y a les deux mots, ça veut dire pas de voltaïsme sans agriculture, c'est votre position Tout à fait. aujourd'hui et quelque part il y a eu des projets alibi, c'est ça ce que vous avez Alors, souhaité démonter. Nous, ce qu'on veut pas, c'est des projets alibi, justement. Et la filière ovine, elle est des fois un peu enfin, beaucoup de développeurs ne sont pas très corrects par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on a signé une charte avec des recommandations techniques qui précisent bien la production agronomique et production agricole, qui précisent comment on met les panneaux, la largeur des tables, la hauteur, qui permettent aussi d'avoir un système de pâturage dynamique pour produire du lait et des agneaux. Et ce pâturage dynamique, nous avons, avec l'Institut d'élevage et l'INRAE, travaillé. On a maintenant des références depuis 5 ans sur quelques champs agrivoltaïques avec la présence des brebis. Ce qu'on ne veut pas, c'est de l'éco-pâturage dessous. On veut vraiment que ce soit une production d'herbe. Cet arrêté, à votre avis, pourquoi il bloque? C'est un temps de négociation qui est normal? Il y a des pierres d'achoppement? Allez-y, dites-moi. Alors je pense que c'est vers l'inconnu aussi. Après, on a souffert aussi, nous, de beaucoup de non-dits. Personne s'émeut des surfaces en maïs qui vont dans les méthaniseurs. Par contre, si c'est une brebis qui package sous des panneaux, ben voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué dans l'esprit des gens. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le chemin a fait aussi, parce qu'on a besoin d'énergie. Si on passe par l'eau, pas par l'eau, on va passer par le pont. La guerre en Ukraine est là. On a vu qu'on était fragile. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut bien réfléchir au projet. D'abord, des analyses de sol agronomiques. Ensuite, avec le développeur, voir comment on peut poser les panneaux. Et moi, je dirais aussi, c'est d'abord et avant tout, on est des producteurs. Donc, notre charte, eh ben, c'est 30% de la SAU. C'est-à-dire que si vous avez 100 hectares, il n'y aura pas plus de 30% de panneaux. Parce qu'on ne veut pas avoir des dérives. Et un encadrement contractuel qui donne de la valeur à la fois aux propriétaires et à la fois à l'exploitant, aux propriétaires et exploitants, mais à parité. C'est une plus-value pour les agriculteurs et les éleveurs. Il faut aussi remettre en cause des outils existants, je sais pas, le bail rural, par exemple? Non, on remet rien en cause. Je pense qu'il faut aussi attendre que les décrets d'application. Nous, on est intervenu auprès du ministère parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de précision sur la biomasse. Et même on excluait les animaux, alors que naturellement, les animaux, ils vont apporter non seulement du fumier par leur package, mais de la biodiversité. Et que pour nous, c'est très important d'avoir une charge animale. Peut-être pour éviter plus de tracteurs, plus d'espacement, plus d'espace croqué aussi sur la filière foncière, enfin le foncier. Yves, vous souhaitiez réagir? Non, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et nous, à l'ENSAIA, dans notre ferme expérimentale, nous avons installé des panneaux agrivoltaïques en termes expérimental. Alors, ils sont un peu particuliers, ils sont bifaciaux verticaux, mais ce n'est pas la question. Et donc, on a fait passer sur nos parcelles des vaches laitières et des vaches allaitantes. Et sur l'année 2023, les résultats sont plutôt très favorables parce qu'en fait, ces panneaux sont orientés nord-sud, nous protègent des vents dominants qui assèchent la prairie au printemps. Et donc, on a un stagiaire de l'IUT Nancy-Brabois qui a travaillé sur la pousse de l'herbe, sur le bien-être animal. Et pour faire simple, parce qu'il faut aller vite, tous les résultats sont au vert. Donc on a des animaux qui se couchent à l'ombre, donc ça protège de l'ombrage. On a une pousse d'herbe qui est la même que sur la parcelle témoin. Alors attention, l'année 2023 est une année particulière avec de l'eau, à vérifier sur plusieurs années, de manière à montrer tous les services apportés par ces panneaux agrivoltaïques par rapport à l'élevage. Donc moi, je ne peux qu'aller dans le sens de tout ce qui vient d'être raconté. Non mais j'y crois pas, il ne peut pas y avoir que des points positifs, il doit bien y avoir quand même un point négatif. Alors, moi, je vais vous en citer un. Non, il n'y en a pas. Non, j'y crois pas. Non, alors plus sérieusement, nous, on avait une inquiétude. C'est que nos vaches viennent se gratter sur les panneaux. Et quand même, une vache allaitante, ça fait 1 tonne. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un fil électrique, exactement comme dans des parcelles classiques. Et en fait, nos vaches, elles ne touchent pas le fil. Elles viennent pâturer sous le panneau et il n'y a même pas besoin d'entretenir la parcelle. Donc on a une petite contrainte technique pour pas que nos panneaux soient... et donc nos vaches viennent pâturer dans l'interrang sans problème. D'accord. Et on trouve une production d'herbe supérieure, on sait la chiffrer? Alors là, il faut être très vigilant. L'année 2023 est une année très particulière. Il a plu. Donc en 2023, il n'y a pas de différence entre une parcelle témoin et une parcelle agrivoltaïque.
que va-t-il se passer sur une année où on aurait de la sécheresse, des vents, etc. On peut faire l'hypothèse que l'ombrage peut être favorable. Ça n'est qu'une hypothèse à valider. Alors sur TV Agri, on fait souvent des émissions sur ce thème et on cite souvent 10-20% peut-être de production herbagère en plus. Vous confirmez ? Oui, alors sur les programmes qu'on a mis en place avec INRAE et Institut de l'élevage, il s'avère qu'effectivement, selon la climatologie, ça protège l'herbe parce que justement les rayons du soleil impactent moins, il y a moins de stress par rapport à ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une nouvelle filière. Donc 5 ans de recul pour ce qui est notre secteur, la production ovine, c'est peu en soi. Mais c'est justement la charte qu'on a signée avec les développeurs, c'est aussi de mettre en forme de l'amélioration continue. Et j'espère que le décret pourra aussi instaurer des cadres pour à la fois qu'on ne perde pas de vue que d'abord c'est une production agricole complétée à une production d'énergie. Ça, c'est super important, mais Madame va le dire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un suivi aussi et un contrôle sur cette activité économique agricole de production et cette économie d'énergie. Et c'est dans ce suivi qu'on va avoir des améliorations techniques au regard de toutes les expériences qui seront faites. Suivi, c'est les notions de partage, de transparence, c'est ça, tout ça ? Suivi, c'est aussi avoir un accompagnement technique d'une chambre d'agriculture, d'un groupement de producteurs auprès de l'éleveur pour voir comment ça fonctionne et quels sont avec les instituts techniques comme INRAE ou Institut de l'élevage, comment on peut améliorer encore la pousse de l'herbe, le bien-être animal et la protection de cette surface fourragère tout en conciliant cette production d'énergie. Stéphanie Anne. Oui, c'est tout l'enjeu du décret, en effet, de définir comment sera assurée la pérennité de la production agricole, en fait. C'est ça l'enjeu du décret et c'est ça l'enjeu de l'agrivoltaïsme. Et ce qu'on défend à France Agrivoltaïsme, c'est effectivement prioritairement cette pérennité de la production agricole, qu'elle soit élevage ou culture d'ailleurs, hein. Et donc, ces décrets, on parlait de délai de réflexion, c'est normal parce que, et en plus, il faut que les décrets posent un cadre qui permette d'assurer cette pérennité, mais en même temps qui n'enferme pas la filière, puisque non seulement elle débute, mais c'est une filière qui est basée sur l'innovation technologique. Donc il faut qu'elle soit suffisamment souple pour s'adapter aux innovations. Si on pose des critères de couverture, par exemple, eh bien ces critères, il faut qu'ils prennent en compte les différentes technologies et les évolutions technologiques qui vont arriver. Mettre un panneau fixe, un panneau horizontal fixe, c'est pas la même chose que d'avoir un tracker dynamique, que d'avoir un voile semi-transparent. Enfin, il y a énormément de technologies différentes et il faut tenir compte de ces technologies qui vont améliorer et qui vont aller dans le sens de la pérennité de la production agricole. Ça, c'est indispensable. On parlait des bons points de l'agrivoltaïsme. Il faut aussi resituer ça dans un cadre général. C'est que l'agrivoltaïsme, c'est une des solutions pour répondre à des enjeux qui sont majeurs de notre temps. C'est d'une part préserver notre souveraineté alimentaire, puisque la loi APER définit l'agrivoltaïsme comme un outil agricole avant tout. Et donc cet outil agricole, il est là pour apporter une synergie. Madame parlait de couplage. Alors il faut faire attention parce que le couplage, justement, c'est pas de l'agrivoltaïsme. Mais dans le langage courant, on l'utilise souvent, mais l'ADEME et la définition de la loi APER dissocie bien l'agrivoltaïsme qui apporte une synergie à la production agricole, où c'est les panneaux qui s'adaptent à la production agricole et qui leur apportent un service, du PV sur terres agricoles, qui d'ailleurs n'est plus autorisé dans le cadre de la loi APER, sauf dans certaines circonstances avec des terres vraiment incultes, mais qui sont différentes, puisque vous parliez par exemple d'éco-pâturage, et là on est dans du couplage, mais pas dans de la synergie. Et c'est bien cette distinction importante que fait la loi APER et qu'il faut garder en tête et appliquer, notamment via les décrets, pour pouvoir assurer cette pérennité de la production agricole. Yves Leroux. Alors, moi, je voudrais ajouter quelque chose d'important, c'est que spécifiquement, on est en Moselle aujourd'hui, là, et on est dans la Lorraine, même si Grand Est, et donc on a cette question des prairies permanentes. C'est une question fondamentale. La DRAF a fait une étude en début d'année qui montre que nous retournons dans le Grand Est entre 5 et 10 000 hectares de prairies permanentes annuelles. Le retournement des prairies, pour moi, est un drame. Et il y a des tas de raisons sur pourquoi les prairies sont retournées. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas de la synergie ou du couplage, l'agrivoltaïsme va participer à sauvegarder ces prairies permanentes au service de l'élevage. Et donc, c'est là où il y a un élément complémentaire. Et je souhaitais le dire parce que ces prairies permanentes, les prairies permanentes, c'est quelque chose de peu important. C'est du carbone.
c'est de la biodiversité, c'est de l'eau, et ces prairies permanentes, on doit absolument les conserver. Michel, c'est une chance l'agrivoltaïsme Moi, pour l'élevage. Moi, je pense que pour l'élevage ovin particulièrement, c'est une chance, c'est une vraie opportunité pour pouvoir continuer de produire, pour permettre à des agriculteurs et des éleveurs d'avoir des compléments de revenus. Et ça, c'est nécessaire aussi. C'est aussi, je pense, cette complémentarité, pardonnez-moi pour le mot couplage, mais cette complémentarité qu'il y a entre la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique qui permettra aussi de pouvoir regarder droit dans les yeux nos concitoyens en disant « Nous, on est le secteur primaire et on fait le job ». Ce que je retiens... J'ajouterais même à la complémentarité souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, la question aussi vitale qui est la gestion de l'eau, puisque l'agrivoltaïsme apporte des avantages et des solutions pour mieux gérer nos ressources en eau, en fait. Aussi importante à la fois pour l'agriculture que pour le reste de la société. Donc si je retiens, on a un soleil, de l'énergie qui tombe du ciel, c'est parfait, des panneaux pour les capter, des parcelles, des agriculteurs, des modèles qui sont positifs. Tous les feux sont ouverts ou presque. Il y a un fameux décret sur lequel il faut être sûr de ne pas se rater. C'est les règles, globalement, l'arbitrage. Et vous n'avez pas envie de vous rater. C'est pour ça qu'il y a des négociations entre les différentes parties. Si je suis éleveur, que je veux m'engager très concrètement aujourd'hui dans un projet, quels sont les points de vigilance ? Alors les points de vigilance sont toujours le pourcentage de la surface couverte par les panneaux, hein, parce que pour nous c'est une possibilité de dérive. C'est pour ça qu'aussi notre charte, elle indique pas plus de 30% de panneaux de la SAU. C'est de pouvoir faire de la production d'herbe pour faire de la production agricole. C'est pour ça aussi que nous, les startups qui achètent des brebis juste pour mettre sous les panneaux, on est carrément opposés, nous, à la FNO, parce qu'on veut que ça soit des producteurs, des éleveurs, qui bénéficient aussi de cette plus-value et complémentarité de revenus pour leurs produits. Et ça, il faut être assez vigilant par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que c'est aussi des enjeux de territoire. Et c'est aussi pour ça que nous, dès le départ, on a mis en place une charte nationale, on a des conventions avec des développeurs. Je vous ai dit qu'on en avait presque une trentaine. Mais c'est sur notre réseau FNO, c'est dans les départements que ça se discute. Et on renvoie toujours sur les départements de manière qu'il y ait aussi une acceptation à la fois de l'agriculture en général, hein, puisque ça se passe aussi dans un cadre très précis au niveau des départements, et aussi d'acceptation sociale. Parce qu'on le voit bien, nos concitoyens, ils ont des incohérences. À des moments, ils veulent manger bio, mais pas cher, donc du coup, ils achètent de l'import. À d'autres moments, ils veulent des choses pour leur environnement quotidien. On l'a bien vu avec le Covid, se promener, acheter dans la ruralité, puis on ne veut pas ni un coq qui chante, ni une odeur qui arrive, hein. C'est souvent ça. Et puis l'énergie. Alors l'énergie, on la veut pas chère, mais on la veut tout de suite. La télé, Netflix, etc. Et puis le fameux téléphone portable et tout le cloud qui consomme aussi beaucoup d'énergie. Et tout ça fait aussi que à chaque fois qu'il y a un projet dans un département, ça permet aussi de discuter avec nos concitoyens et de montrer la vraie plus-value qu'on a comme intérêt à mettre de l'agrivoltaïsme chez des éleveurs. Stéphanie Anne. Alors je rebondis sur cet argument absolument majeur d'acceptabilité sociale, puisque tout l'aspect technique, vous êtes bien mieux placé pour bien exprimer ça. Mais sur l'acceptabilité sociale, c'est un facteur absolument majeur. On a vu avec l'éolien, par exemple, que malgré les besoins en énergie décarbonée, eh bien, tout le monde veut pouvoir connecter son téléphone partout, avoir de l'électricité, avoir une trottinette électrique, un vélo électrique, mais il ne faut pas d'outils de production à côté de chez soi. Il y a un moment, il faut aussi comprendre les enjeux globaux dont on parlait, de souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, et il faut aussi que, comme Madame le disait, ce sont des projets de territoire. Donc il faut aussi aller à la rencontre des territoires pour expliquer ce qu'est l'agrivoltaïsme, expliquer ses avantages pour l'agriculture, pour la production énergétique et faire en sorte que... Alors, on a sorti à France Agrivoltaïsme un guide des bonnes pratiques RSE qui sont des orientations pour poser des projets en termes d'environnement, biodiversité, protection des paysages, accompagnement des agriculteurs, etc. Et donc, il faut impérativement... penser à cette acceptabilité sociale et penser au... Il nous reste juste une minute, Yves. Alors moi, très rapidement, il y a un élément qui me paraît important pour cette acceptabilité sociale de l'ensemble des acteurs, c'est que l'agrivoltaïque ne devienne pas de la spéculation
et que l'ensemble des acteurs d'un territoire puissent avoir ce que j'appelle le partage de la valeur ajoutée. Et donc cette question du partage de la valeur ajoutée, aujourd'hui, n'est pas forcément complètement intégrée dans la réflexion territoriale. Le partage de la valeur ajoutée, c'est important. Vous verrez, les gens viendront plus facilement autour de ces projets. Donc là, il faut aussi réfléchir à ces questions. Ouais, mais il faudrait faire une émission entière sur le sujet, je pense, sur cette notion de partage qu'on voit émerger effectivement ponctuellement. On sent que c'est compliqué à aborder. Michel Baudouin, merci beaucoup d'être venu ici sur Merci ce à plateau pour échanger. Stéphanie Anne aussi, Merci à Yves vous. Leroux. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à vous.